Question de Arkman07. La finale de la Coupe du Monde des clubs aura lieu le 13 juillet, la reprise de Ligue 1 le 15 août. Les Parisiens auront normalement 3 semaines de vacances. La préparation physique sera que de 8 jours. Peut-on être inquiet pour le PSG qu'une préparation tronquée la saison prochaine? C'est un problème de toute façon pour le PSG, 1 an sur 2, puisque à chaque fois qu'il y a un Euro et encore plus une Coupe du Monde, t'as entre 8 à 12 joueurs du PSG qui est concerné par ces matchs. Donc, je veux dire, c'est l'apanage des grands clubs d'avoir des joueurs concernés très tard par des compétitions diverses et variées. Effectivement, là, on en rajoute une. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est quelque chose que le PSG a l'habitude de gérer. On dit qu'on ne prête qu'aux riches. C'est un problème de riches. Lou Justin me dit un mot sur l'assassinat d'un fidèle musulman dans une mosquée. C'est un drame absolu, un drame atroce, un drame inadmissible. Tu peux pas recevoir 45 coups de couteau quand tu es en train de prier dans un lieu de culte, quel que soit le lieu de culte. Après, la récupération absolument indigne qui en a été faite par la France Insoumise, qui a été manifestée comme un seul homme à la République. J'ai envie de lui dire, mais pourquoi vous n'avez pas été manifesté pour le père Hamel? Pourquoi vous n'avez pas été manifesté pour la gamine qui a pris 54 coups de couteau à Nantes? Pourquoi vous n'avez pas été manifesté pour la gamine qui a été séquestrée et violée par une nana au QTF à Paris? Pourquoi vous n'avez pas été manifesté pour le jeune rugbyman qui a pris un coup de poignard? Il n'y a rien de plus insupportable d'utiliser ces drames pour faire de la récupération politique, quel que soit le bord. Je pense que ça aurait bien arrangé la LFI que l'assassin d'Abou Bakar s'appelle Jean-Eudes et soit pion dans un lycée catholique à Poitiers. Bon, bah, il se trouve que c'est un mec d'origine bosniaque et un Rom. Faut peut-être aussi attendre les résultats de l'enquête pour connaître les réelles motivations de ce meurtrier. Voilà, maintenant, moi, je n'ai que compassion pour les gens qui meurent assassinés, et peut-être encore plus lorsqu'ils sont en train de pratiquer leur religion. Aurel me dit, que penses-tu des playoffs pour la montée descendre Ligue 1, Ligue 2? Je trouve ça injuste pour les clubs de Ligue 2. Bah, à partir du moment où tu as 2 clubs qui descendent, 2 clubs qui montent, voilà, je pense que ça c'est machin. Effectivement, on peut penser que quand tu finis 3e de Ligue 2, tu as le droit de monter, mais ça voudrait dire aussi, et c'est aussi la conséquence du fait de passer à 18 clubs, c'est que bah effectivement la place de barragiste avant t'étais 17e, et bon bah 17e ça veut dire que tu laissais 3 équipes derrière toi, là t'en laisses que 2, c'est un petit peu le problème. Faut pas oublier, je pense aussi que dans l'esprit des gens, une descente en Ligue 2, financièrement, ça a des conséquences très importantes pour des clubs, et qu'effectivement, je suis pas certain que ça protège tant que ça les clubs de Ligue 1, parce que bah, par exemple la saison dernière, on voit que c'est Saint-Etienne qui est monté contre Metz. Il y a toujours eu des barrages, je pense que ça fait des matchs à fort enjeu, très intéressants à suivre, donc non, je trouve pas ça injuste. Gaudi44 me dit, es-tu surpris que Patrice Evra combatte dans une cage de MMA? Personnellement, je trouve ça ridicule, tout comme le personnage. Si tu savais ce que je m'en tape, mais ça te donnerait une idée de l'infini. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tout ce qui touche ce sinistre personnage ne m'intéresse absolument pas. Alex Penon me dit, au vu du calendrier et de l'irrégularité de la plupart de ses concurrents, l'OM se dirige vers la 2e place du classement en fin de saison. Cette place serait-elle méritée ou liée au manque de constance de ses poursuivants? Marseille fait pour moi un bien pâle dauphin. On peut voir ça comme ça. C'est pas comme ça que les Marseillais le verront. Les Marseillais verront cette place directement en Ligue des Champions comme un immense soulagement, parce qu'il faut pas oublier que Pablo Longoria a pris de gros risques financiers cette saison. Attention, parce que tu as des contrats qui vont changer avec la Ligue des Champions. Je pense à Højbjerg, à Rabiot. Il faudra voir si l'OM a les moyens de les conserver. Après, c'est toujours pareil, il faudra recruter. Il faudra surtout recruter en défense, parce que tu t'aperçois que quand Balerdi est plus là,
c'est la foire du trône derrière. Et puis il faudrait peut-être un petit peu plus patient parce que tu t'aperçois que Brassier, qui arrive de Brest à Marseille et qui a très logiquement du mal à franchir ce cap, au bout de 4 mois, on l'expédie à Rennes. Et puis 3 semaines après, tu vois que t'as plus d'arrière centraux à Marseille. Donc à un moment donné, il y a une impatience et une façon de gérer ce club qui est quand même assez spécial. Je dirais pas un pâle dauphin, mais je dirais que c'est un dauphin qui a besoin de grandir, de s'assagir et d'être peut-être plus raisonnable dans son recrutement. Mais bon, je pense qu'on peut faire confiance à Mehdi Benassia pour ça, quoi. Winter Joseph me dit: comment expliquer qu'aucun club francilien n'ait tenté de s'inspirer du modèle de l'Athletic Bilbao en misant exclusivement sur les joueurs issus de la région parisienne? Mais ça veut dire quoi exclusivement? On a besoin dans le football d'aujourd'hui, avec ses contraintes financières, est-ce qu'on a besoin de se mettre des contraintes, des fils à la patte, des boulets? Évidemment que la région parisienne est un vivier de talents incroyables, mais tu peux pas empêcher non plus des jeunes qui sont issus d'un club de la région parisienne d'aller poursuivre leur formation en province. C'est la vie du foot. Je pense que le PFC a effectivement pour ambition dans les années à venir de faire un club avec énormément de joueurs issus de la région parisienne, mais c'est des trucs qui se font pas en claquant des doigts. Jordan Bono me dit: les journalistes du service MotoGP de Canal m'ont l'air très proches entre eux, en témoignent leurs posts Instagram à l'étranger lors des semaines de Grand Prix. J'ai remarqué que c'était aussi le cas avec le service F1. Y avait-il la même ambiance à l'époque du CFC? Il faut se méfier, hein. C'est pas parce que tu fais des photos avec des risettes sur Instagram que t'es forcément pote. Tu es dans une politique de com de la chaîne. Et voilà, il faut absolument montrer qu'il y a une bonne ambiance entre toi. Tu peux pas évidemment faire des photos en te crachant la gueule avec un mec que tu supportes pas. Et il y en avait au CFC d'ailleurs. J'imagine que, mis à part des photos de groupe, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver une photo de moi avec Landreau. Après, je sais pas du tout, hein. Peut-être que effectivement l'équipe des MotoGP s'entend super bien entre eux. Peut-être que la F1, ils s'entendent super bien entre eux. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on peut pas non plus se fier à des photos Instagram où tout le monde a l'air hyper joyeux, parce que encore une fois, c'est la com de la chaîne, hein. Arbohem me dit: beaucoup sont réticents pour la Coupe du Monde des clubs, mais l'ambiance estivale, la découverte de clubs et de joueurs peu connus en Europe, les matchs gratuits, je trouve quand même ça intéressant. Pourquoi ne pas donner sa chance à cette compète? En tout cas, moi, je vais la donner, la chance à cette compète, puisque le PSG va y être engagé et que, effectivement, il y a des choses que je vais regarder avec intérêt. Je vais peut-être pas regarder tous les matchs, mais en tout cas, les matchs du PSG, c'est sûr, et peut-être les belles autres affiches. Maintenant, le fait que tu sois dans une compète où Barcelone n'a pas été invité, où l'Inter Miami a été invité, ça me dérange un petit peu. Je pense que si on veut que cette compétition ait un intérêt sportif avéré, il faut qu'il y ait des vrais critères sportifs qui la régissent. Francky B me dit: d'après un supporter du Racing Club de Strasbourg sur Planète Racing, il paraît que le Racing aurait une perte de 100 millions d'euros et qu'apparemment, si on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, ce serait financièrement catastrophique. J'aimerais ton avis. Bluco a investi globalement 120 millions dans le club cette année, 60 dans l'équipe, plutôt 100 d'ailleurs, 60 dans l'équipe, 25 dans le stade et 15 dans le centre d'entraînement. Des dépenses évidemment, mais ce sont aussi des investissements. C'est-à-dire qu'il est évident que cette année, l'équipe a été grandement renforcée sans vente, puisqu'il n'y a pas eu de vente cette année, contrairement à l'année dernière où il y avait eu beaucoup de ventes. Diallo, Djikou était parti libre, mais Sels, Bellegarde, tout ça, ça avait rapporté de l'argent. Faut pas oublier non plus que le Racing a joué toute la saison dans un demi-stade, en tout cas dans un stade amputé de sa tribune principale, qui est évidemment celle qui est la plus source de revenus, avec notamment les loges, et que mécaniquement, avec l'ouverture de cette tribune la saison prochaine, les recettes guichets vont considérablement augmenter. Encore une fois, j'imagine que si Diarra et Doucouré sont vendus, ça va rapporter à peu près 40 millions dans les caisses du club. Et puis il faut pas s'inquiéter. Pour l'instant, ce sont des pertes volontaires, puisque ce sont des investissements.
Et croyez-moi, je pense que la DNCG va avoir bien d'autres choses à faire que d'enquiquiner le club alsacien par rapport à tous les autres clubs qui sont au risque de faillite. Chouchaki me dit, par simple curiosité, peux-tu nous raconter ce qui est arrivé à ton chien, apparemment victime d'un accident de voiture? Cela pourrait servir d'exemple pour mieux protéger nos compagnons. Bon rétablissement à lui. Bah écoute, ma femme est rentrée et le portail était ouvert et Edison et Joy d'ailleurs sont sortis dans la rue. Et le problème c'est qu'il y a une voiture qui est venue percuter Edison sur le flanc arrière droit. La chance qu'a eu Edison, c'est qu'on a un ralentisseur à quelques mètres de notre maison de location et que donc la vitesse du véhicule était pas énorme. Donc bah voilà, le chien a été choqué. Bon, il a immédiatement été chez le véto. Il est sous traitement. Je le ramène chez le véto tout à l'heure. Mais bon, a priori, je trouve qu'il va bien. Ma femme trouve que l'hématome a dégonflé. Donc, écoute, ça va. Plus de peur que de mal, comme on dit. Clément Nedelsu me dit Nedelchou, je sais pas. Je t'ai vu dans Beurre sur la ville par hasard. J'étais surpris par ton jeu d'acteur. Tu avais l'air à l'aise. Et pourtant, c'était pas juste un petit caméo. Comment c'est arrivé? As-tu fait d'autres films dans lesquels tu as eu autant de scènes ou répliques? Oui, j'ai eu des films où j'ai eu autant de scènes et de répliques. C'est dans un village presque parfait. Le problème, c'est que j'ai eu pas mal des scènes qui ont été coupées au montage parce que un film, ça doit faire 1h30 et que à l'arrivée, il y a eu 2h30 de tournée. Donc effectivement, ce sont mes scènes qui sont passées à l'as. J'ai aussi pas mal de scènes qui sont passées à l'as dans Beurre sur la ville, mais ça c'est le jeu quand tu tournes un film. Tu sais que le réal tourne beaucoup plus que ce dont il a besoin et que après t'as des choix et machin. Le souvenir que j'ai de Beurre sur la ville, c'était que Boudère, Steve Tran et Issa Doumbia étaient infernaux et ils avaient une patate, mais du soir au matin incroyable. L'autre souvenir que j'ai de ce tournage, c'est le froid. On a tout tourné ça dans le 93 et il faisait un froid de loup. Pour ceux qui se souviennent, c'était l'époque où tu avais eu 700 km de bouchons à cause de la neige en région parisienne. Et c'était l'enfer. Bon, c'était pas sorcier. Oui, j'en ai fait d'autres, des films. J'ai effectivement fait une scène dans Les Tuches qui est restée célèbre. J'ai fait Neuilly sa mère. J'ai fait. J'ai peu de scènes, mais en général, les répliques restent. Al-Qaïda, Jason et Al-Qaïda qui te demandent. La scène avec Jean-Paul Rouge dans Les Tuches. Voilà. C'était une bonne époque.